Super. Alors, petit exercice. Combien de personnes ici peuvent dire qu'elles ont traversé leur cursus académique sans le moindre traumatisme? Le mot ne doit pas vous faire peur, hein, mais une matière rébarbative pour laquelle on n'a jamais eu d'intérêt. Je ne sais pas combien de fois je calcule des cosinus aujourd'hui au quotidien. Un professeur qui aurait pu vous accabler, une formation faite par défaut parce que les parents ont dit les parents sont banquiers, je vais être banquier, ou même une orientation qui au final s'avère en déphasage avec les réalités économiques. Levez la main. Ok, je m'attendais à cette réponse parce que depuis que l'école a été créée, telle qu'on la connaît aujourd'hui, la société a mis en avant l'utilité économique des personnes avant leur épanouissement. Il faut aller à l'école pour avoir un bon travail pour tenir la famille, la société, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'épanouissement de la personne? Avoir les deux ne devrait pas être un coup de chance, parce que finalement, on aime bien ce qu'on fait. Et ça ne devrait pas être non plus vu comme l'appétit vient en mangeant. Donc, imaginons ensemble même, n'est-ce pas, une nouvelle manière d'apprendre, conçue sur le fait de transformer une passion en métier. Transformer une personne qui est passionnée en un professionnel qui, de facto, est ultra profitable économiquement parce qu'elle fait ce qu'elle aime. Je ne connais pas quelqu'un qui est plus productif que quelqu'un qui fait ce qu'elle aime. Les informaticiens, généralement, on nous appelle les geeks, on est dans le noir, on n'aime pas la lumière, on ne mange pas beaucoup. Parce que on n'aime pas se décoller de l'ordinateur. Petite anecdote, moi, quand je préparais mon bac, c'est ma grand-mère qui nous gardait à la maison. Et elle appelait les parents qui étaient à l'étranger et leur disait, vraiment, l'enfant là, il travaille tout le temps. Il est tout le temps devant l'ordinateur. Alors que moi, je ne travaillais pas. Je savais ce que je faisais sur Internet toute la nuit. Mais pour elle, c'est comme si je travaillais. Alors, pour clore la parenthèse, donc transformer ce passionné en un professionnel qui est pertinent techniquement, communicant, fiable, rigoureux, qui est capable, vous lui soumettez un problème, même si c'est loin de sa zone de confort, il vous synthétise une solution via le numérique, par exemple. C'est ce qu'on attend, n'est-ce pas, aujourd'hui en entreprise. Dans un monde où ça bouge, 2.0, 3.0, innovation, etc., c'est ce dont on a besoin. Mais pour ça, il faut travailler sur trois axes. Le savoir-faire des personnes, leur savoir-être, en mettant un fort accent sur le leadership, et le sens de l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, vous ne ferez pas le millième Facebook, réseau social, comment dire, à taille humaine, etc. Ça ne marchera pas, il faut innover. Mais pour ça, il faut bousculer les codes de l'éducation classique. Le premier que je veux bousculer, c'est le professeur. Enfin, non, le sachant, parce qu'il y a différentes formes de sachant. C'est-à-dire celui qui se met entre la connaissance et l'apprenant. Celui par qui il faut passer pour avoir la connaissance. On va le supprimer de l'équation et on va demander à l'apprenant d'aller directement chercher sa connaissance. Comment on se permet d'avoir un tel culot? Pourquoi on fait des choses comme ça? On va se poser quelques questions. La première préoccupation, c'est la créativité. Si on décide de faire un exercice là tous ensemble et qu'on dit, et je dis, allez, l'assemblée, dessinez-moi un cercle dans un carré. Mais avant que vous n'ayez la chance de faire l'exercice, je vous donne un exemple. Je viens de prendre le risque de brider votre créativité. Parce que, en tant que sachant, j'ai véhiculé le message qu'il y avait une manière de faire les choses. Alors que généralement, il y a plusieurs manières de faire les choses correctement. Donc, au-delà de la créativité, on va prendre un autre exemple. Un nouveau-né. J'ai envie d'apprendre à mon nouveau-né comment marcher. Donc, je vais le tenir debout. Je vais faire 1, 2, gauche, droite avec ses pieds jusqu'à ce qu'il apprenne à marcher. C'est ça la méthode, non? Ah, c'est ça la méthode ou pas? C'est pas ça la méthode. Parce que quand l'enfant va commencer à apprendre à marcher, vous serez même surpris. Il va pas commencer à quatre pattes, se lever, tomber. Là où l'enfant est un champion, c'est qu'il peut tomber 10 fois et se lèvera 11 fois. Et après, il va mettre en place les mécanismes pour ne plus se faire mal quand il tombe, c'est-à-dire tenir le meuble. Mais vous, en tant que parent, vous ne restez pas inactif. Vous
construisez un environnement qui est adéquat à cet apprentissage. C'est-à-dire que vous mettez de la mousse sur les bords des meubles pour qu'ils ne se blessent pas quand ils tombent. Vous le faites marcher, essayer sur les tapis pour qu'ils ne cognent pas contre le carreau, etc. C'est dans cette posture-là que la pédagogie doit se positionner. Pas celle qui fait l'apprentissage pour l'étudiant, pour l'apprenant, mais celle qui crée l'environnement dans lequel il peut s'épanouir. Pour ça, il faut aussi enlever, il faut quand même casser un autre code. Généralement, on fait quoi? On vous sert une base de connaissances que vous allez stocker tout le long de votre apprentissage et pour le reste de votre carrière. Une nouvelle pédagogie va prendre le contraire, va vous servir une base de problèmes. Elle ne s'occupe pas du fait que vous savez faire ou pas. Elle va vous servir une base de problèmes. Et il y a tout plein de mécanismes de socio-constructivisme par lesquels vous allez passer. Donc, le co-apprenant ne doit plus avoir peur d'émettre des hypothèses, même si elles sont fausses, en public. Et il ne doit pas avoir peur d'aller passer du temps à faire des recherches. Il ne doit plus avoir peur de travailler sur une fausse piste et de revenir, de rebrousser chemin au dernier moment, jusqu'à sortir la bonne solution. Il faut le forger à ça. Et pour ça, il faut aussi enlever les frictions qui ne sont pas nécessaires. La théorie, beaucoup trop de théorie. Les disciplines, donc, n'est-ce pas, qui sont trop loin du domaine, comme la thermodynamique pour un informaticien. Et s'appuyer sur le travail d'équipe, parce que c'est ça la vraie vie aujourd'hui. On ne travaille plus seul, on travaille en équipe. Challenger, sortir de la zone de confort. Finalement, l'apprenant qui sort de là doit savoir respirer la tête sous l'eau. Au-delà de ça, on va aller vers des compétences qui sont dites soft ou transverses. Aujourd'hui, en entreprise, c'est obligatoire. Vous ne recrutez pas un professionnel pour être derrière son dos et faire le travail pour lui. Quand vous recrutez quelqu'un d'intelligent, vous voulez qu'il vous dise ce que vous ne savez pas faire. Ce n'est pas pour lui dire quoi faire, sinon ce n'est pas le bon niveau d'emploi. Mais alors, autonomie. Cette pédagogie doit laisser l'apprenant faire le travail, activer son apprentissage. Aller vers les rendez-vous pédagogiques, aller vers les face-à-face pédagogiques, être au cœur lui-même de sa formation. Elle doit exiger beaucoup de rigueur, parce que vous ne pouvez pas vous permettre un professionnel qui vous rend des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas vous appuyer. Des fois, les évaluations se font même par des robots qui ne savent pas faire de demi-mesure. Oh, il manquait une virgule, je peux mettre 19 sur 20. Non, il manque une virgule, c'est 0. Alors, ça crée beaucoup de frustration, mais la frustration est un outil. Si on induit en l'apprenant une sorte de paranoïa qui va le réveiller à 2 heures du matin en pleine nuit pour vérifier s'il a bien respecté telle ou telle consigne, au risque de voir le travail acharné réduit à néant. La ponctualité, 1 minute de retard, le travail est réduit à néant. La sociabilisation, ça ne doit pas lui servir d'être capable de résoudre tous les problèmes tout seul dans sa chambre. Donc, il doit être forcé d'aller vers les autres, fédérer des personnes, travailler avec ces personnes, leurs différentes manières de travailler, leurs différents niveaux d'exigence et leurs différents niveaux même. S'assurer que chacun fait sa part du travail. C'est pas je suis bon, venez avec moi, je fais le reste du travail et vous passez derrière pour prendre la note. Non, tout le monde doit faire sa part du travail. Mais alors, rajoutez quand même à cela de la communication et de l'ouverture. Vous connaissez tous Wozniak? Steve Wozniak. Mais je pense, et c'est une intuition personnelle, que son génie n'aurait jamais dépassé les limites de son garage s'il n'avait pas rencontré Steve Jobs, qui a été le bonhomme qui a apporté l'ouverture. Pour ça, on a plusieurs leviers. L'immersion en entreprise. Critique, c'est-à-dire que si vous voulez avoir un métier demain, commencez tout de suite, acting as. N'attendez pas d'avoir le diplôme pour connaître c'est quoi l'entreprise. Immersion en entreprise. Travaillez avec des personnes d'horizons différents. Si vous êtes dans la finance, travaillez avec le marketing, travaillez avec la stratégie. Si vous êtes dans l'informatique, travaillez avec le design, travaillez avec la médecine. Et même, un outil qui est excellent, c'est le voyage pour l'ouverture. De l'acculturation. Vous êtes en France, allez en Inde. Vous êtes en Afrique du Sud, allez aux États-Unis. Ou allez même en France, parlez français, faites comme Loretta. Mais du coup, rajoutez aussi à tout ce cocktail-là un peu de sérendipité. Un environnement où l'étudiant ou l'apprenant peut innover, où il peut prototyper, designer, il voit une technologie qui lui plaît, il est 1 heure du matin, l'environnement est accessible de jour comme de nuit, il y va,
Il est capable, même s'il n'y a pas d'objectif direct, il veut juste jouer, c'est un playground dont il a besoin. Il y va, il s'exerce. Et tout ça doit rester de manière ludique et rester un challenge, de manière à ce que jamais il n'ait l'impression de subir, n'est-ce pas, cette formation. Et ça, c'est le rôle des animateurs qui sont autour, les parents bienveillants. Ces parents bienveillants ont plusieurs challenges. Le premier, c'est la distance. Moi, quand j'avais 18 ans, venant du Bénin où on a une déférence pour le sachant, pour le professeur, je ne pouvais pas, même si je pensais avoir raison, challenger techniquement, lancer un débat technique avec un professeur barbu, barbe blanche, costume, monsieur le professeur, bonjour, vous. Je ne pouvais pas. Il me disait c'est comme ça et j'acceptais. Donc, les tuteurs dans un tel environnement les animateurs doivent casser la distance, créer une relation de proximité avec l'apprenant, de manière à ce qu'il puisse s'exprimer, dire ses bêtises, vous challenger, penser avoir raison, jusqu'à comprendre qu'il n'a pas raison. Mais au moins, il aura appris beaucoup plus de choses. Un autre challenge pour eux, c'est de ne jamais donner la réponse. Déjà, quand vous venez les voir, ils ne doivent pas vous aider quand votre question n'est pas structurée. Je suis un malade, mais j'ignore mon mal. Je viens, je dis, ça ne marche pas. Et moi, comme un parent trop bienveillant, je vais regarder, diagnostiquer pour lui, comprendre où ça ne marche pas. Non. Il doit faire ce travail-là et je l'aiderai quand il aura bien mis le doigt sur là où il bloque. Et je ne lui donnerai pas la réponse parce que l'idée, c'est quand même de ne pas lui enlever l'opportunité d'explorer. Donc, je vais l'aider à explorer, mais je ne lui donnerai pas la réponse toute faite. Donc, une telle pédagogie constitue ce qu'on peut qualifier de pédagogie active et inductive. C'est un peu le contre-pied de ce qu'on fait là. Je transmets quelque chose, vous m'écoutez ou pas. Mais ça fait ses preuves, c'est déployé dans beaucoup de pays, beaucoup de disciplines différentes, différents niveaux d'éducation, et ça produit des résultats réellement appréciés dans les entreprises et dans la société en général. Donc aujourd'hui, où l'Afrique ne peut pas se permettre de rater les révolutions qui animent le monde, je pense qu'une telle pédagogie est un élément de réponse pour relever les défis du continent. Merci beaucoup.